Orléans, diocèse qui est cher à mon cœur parce que ma mère est d'Orléans, ma grand-mère a vécu ici, j'ai passé beaucoup de vacances. Voilà, et en préparant cette journée, je me remémorais aussi de la figure de foi et du témoignage de ma grand-mère Françoise Faucheur, qui était une fidèle paroissienne de Saint-Vincent, voilà, qui a compté dans mon parcours aussi, et mon parcours de foi et de vocation. Donc je suis heureuse de vivre avec vous ma dernière intervention dans un diocèse, puisque je termine mon mandat fin août après 6 ans à la direction de ce service. Et voilà, il se trouve que c'est mon dernier déplacement dans un diocèse français. Donc j'ai la joie de vous retrouver. J'avais déjà eu l'occasion de passer dans ce diocèse. Et donc effectivement, on va prendre un premier temps ce matin pour essayer de mieux comprendre la culture contemporaine, la société contemporaine au regard de la culture des jeunes. Alors pourquoi prendre ce prisme-là? On pourrait en prendre d'autres. Alors c'est vrai que le week-end a été marqué par un événement, je me suis dit qu'au moins Monseigneur Blacard aurait bon moral ce matin. Et pour ceux qui ont suivi ce match passionnant samedi, les jeunes étaient à l'honneur puisque Mbappé, 19 ans, a marqué 2 buts. Voilà, et vous voyez qu'ils sont pile dans la tranche d'âge du synode, ceux qui ont marqué. Mbappé est un coureur qui court très vite, qui a de l'énergie. Voilà, et je crois qu'ils ont été particulièrement acteurs de la victoire de l'équipe de France, même si c'est toujours une victoire d'équipe. Et c'est vrai que voilà, c'était un petit clin d'œil pour nous rappeler que dans cette dynamique, comme vous l'avez dit ce matin, où à la fois toute l'Église universelle est en train de marcher vers le synode d'octobre, qui du 3 au 28 octobre réunira à Rome tous les évêques délégués par leur conférence épiscopale. Pour la France, ça a été annoncé la semaine dernière, c'est Monseigneur Perceroux de Moulins, Monseigneur Lacombe, auxiliaire de Bordeaux, qui font partie de notre conseil pour la pastorale des jeunes, qui ont été élus avec 2 autres évêques, Monseigneur Emmanuel Gobillard, auxiliaire de Lyon, et Monseigneur David Macaire de Martinique. Vous voyez que les évêques ont élu des évêques jeunes. Je ne sais pas si c'était le seul critère. Voilà. Et puis vous êtes j'ai lu avec beaucoup d'intérêt tous les documents sur votre synode diocésain. Vous êtes aussi en marche avec, parmi les focus qui sont mis, un focus aussi sur les 16-29 ans. Donc un synode, c'est, vous le savez, une marche ensemble qui invite à tous se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint dans une co-responsabilité, un temps de discernement en vue d'une révision de vie, d'une réforme. Voilà, donc on va essayer de vivre cette journée sous la dynamique d'une randonnée. Vous savez que le pape François à Cracovie, et les jeunes ont particulièrement retenu ça, leur a dit ne restez pas affalés dans votre canapé, voilà, sortez du canapé, mettez vos chaussures à crampons. On va essayer de faire une marche plus intérieure que physique, même si peut-être on se mettra debout. Avec, voilà, je rappelle pour les mettre en lien, à la fois l'objectif de votre synode diocésain, que vous connaissez bien, l'annonce de la bonne nouvelle, comment davantage porter la joie de l'Évangile dans le monde actuel. Voilà, c'est pas dans le monde d'il y a 50 ans ou dans celui qui aura lieu dans 100 ans, c'est dans le monde actuel. Et c'est vrai, je vais le redéployer, les jeunes, voilà, je crois qu'on voit à travers eux, comme avec un miroir grossissant, ce qui traverse toute la société. Et donc, en les écoutant plus particulièrement, peut-être on peut discerner plus finement à quoi l'Esprit nous appelle. Et les objectifs du synode 2018, c'est au tout début de l'instrument de travail, donc je vous le montrerai, il est paru en français vendredi, je l'ai retravaillé ce week-end pour intégrer dans cette journée. L'objectif qui est mis, vous voyez, c'est prendre soin des jeunes n'est pas une tâche facultative pour l'Église, c'est une part substantielle de sa vocation et de sa mission dans l'histoire. Voilà, je sais que parmi vous, il y a des acteurs pastoraux aux missions très variées. Vous n'êtes pas tous en mission auprès des jeunes. Quels sont ceux qui ont une mission directement auprès des jeunes d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire, quand je dis jeunes, on peut dire 11-30 ans, comme notre service, voilà, une partie d'entre vous. Mais même les autres qui peut-être ne se sentent pas directement concernés, voilà, vous êtes acteurs de cette Église dont le cœur de la mission est aussi le prendre soin, l'éducation des jeunes,
que l'Église est invitée à accompagner vers la joie de l'amour. Voilà, vers la joie de l'amour. Et je vous évoquais tout à l'heure ma grand-mère, c'est peut-être ça qu'elle a montré à notre famille, cette joie de l'amour. Alors tout de suite, on vous a mis en dynamique d'équipe, de partage. Je vous invite tout de suite, en 3 minutes, dans votre équipe, à vous partager un mot, une image qui vous vient quand vous pensez à la société contemporaine et aux jeunes. Voilà, ce n'est pas un long discours, vous vous partagez entre vous un mot, une image, peut-être que vous avez entendu dans la vidéo ou qui vous vient. Quand vous pensez société contemporaine et jeunes, voilà, ça fuse entre vous un mot, une image. Voilà, on va reprendre. Donc vous avez tous été jeunes, vous en côtoyez tous sans doute d'une manière ou d'une autre. C'est important de prendre conscience avec quoi on arrive. Alors juste une petite clarification pour comprendre voilà, une époque. Il y a 2 choses qui jouent. C'est important quand on parle... Les jeunes en général, vous le savez, ça n'existe pas. Voilà, chaque jeune est unique. On peut distinguer les tranches d'âge, les enfants, 3-11 ans, les ados, 12-17, les jeunes adultes, voilà, 18-30. Notre service est missionné sur les 11-30 ans et à l'intérieur, on distingue la pastorale des adolescents, collège-lycée, la pastorale des étudiants et la pastorale des jeunes actifs. Quand on regarde les caractéristiques qui traversent les jeunes, on peut considérer qu'il y a un effet d'âge et qu'il y a aussi un effet de génération. Voilà, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui ne grandissent pas dans le même monde que nous lorsqu'on avait 15 ans. Et il y a des choses qui peuvent bouger et en même temps, il y a des intangibles, je dirais, qui traversent les siècles. Donc ce synode, vous le savez, il met un focus sur les 16-29 ans. Voilà, donc on va essentiellement regarder cette tranche d'âge-là. Et notre société, elle est composée de gens de toutes les générations. On va faire un petit sondage. Voilà, il y a des mots pour les qualifier. Alors, les baby-boomers qui sont nés entre 46 et 65, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous. Quels sont ceux qui... Voilà, génération importante puisque c'est le baby-boom d'après la guerre. Alors, est-ce qu'il y en a qui font partie de la génération X, 66-85? En gros, c'est la mienne. Il y en a quand même quelques-uns. La génération Y, qu'on appelle aussi les milléniums, ah bravo, il y en a quelques-uns qui sont venus vaillamment. Et la génération Z qui arrive derrière, on dit que ceux-là, c'est les Y en pire. Où est-ce qu'il y a un Z? Ah, bravo, bravo. Voilà. Alors, pour objectiver les choses, dans la consultation synodale, on nous demandait précisément les chiffres. C'est intéressant de voir que les 16-29 ans en France, c'est 11 millions. Voilà, ça serait intéressant que vous regardiez dans votre département, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre par cœur, combien il y en a. En France, c'est 11 millions. Dans le monde entier, c'est 1,8 milliard. C'est mis au début de l'Instrumentum Laboris. Dans le monde entier, les 16-29 représentent 25% de la population. En France, ils représentent 16%, vous voyez. Un premier élément important à prendre en compte, c'est différent de grandir dans un pays, une société vieillissante, comme est la France et l'Europe, où les jeunes sont minoritaires. Dans d'autres pays, la part des 7-29, elle va jusqu'à 30%, 40%. Vous voyez, du coup, ça donne des choses différentes. Parmi eux, je vous laisse découvrir les chiffres, une moitié sont sur le marché du travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a un chômage des jeunes très important en France. Ça va impacter beaucoup de choses. Près de 25% des moins de 25 ans sont au chômage. Et il y a aussi une partie qui n'est ni en études ni en formation. Voilà. Donc quand on parle des jeunes, quand eux-mêmes on leur demande de se définir, le premier mot qui leur vient, il y avait une enquête qui avait été faite, c'est « génération sacrifiée ». Voilà. Les jeunes qui grandissent aujourd'hui, ils grandissent dans un monde où ils ont l'impression qu'ils auront une vie moins bonne que celle de leurs parents, ce qui n'était pas le cas des baby-boomers qui étaient dans une dynamique de progrès, d'ascension sociale. Voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça pose aussi un peu le tableau. Alors, on va essayer de regarder maintenant plus précisément cette génération qu'on peut qualifier de postmoderne, pour voir ce qu'elle nous dit du monde d'aujourd'hui ou comment elle nous révèle le monde d'aujourd'hui.
parce que effectivement, si on veut parler derrière des vocations, et c'est la dynamique aussi du synode, il nous faut comprendre le contexte et comprendre notre monde en évolution pour y discerner ce que Vatican II appelle les signes des temps. Le premier élément, mais ce n'est pas un scoop, mais j'aime bien cette phrase du pape qui le dit très bien, nous sommes dans un contexte de changement profond, de mutation. Le pape François dit, ce n'est pas une époque de changement, mais c'est un changement d'époque. Voilà, donc vraiment prendre la mesure, je pense qu'on n'a pas fini de prendre la mesure de la bascule dans laquelle on est, de la révolution anthropologique, sociale, culturelle, et comment derrière ça vient bouger l'Église, voilà, et toutes les institutions. Dans voilà, Evangelii Gaudium, que vous connaissez tous, parce que j'ai vu que c'était le GPS pour votre synode, au paragraphe 108, le pape François nous dit quelque chose de très important. Chaque fois que nous cherchons à lire les signes des temps dans la réalité actuelle, il est opportun d'écouter les jeunes et les personnes âgées. Vous remarquerez que le pape François ne parle jamais des jeunes sans parler en même temps des personnes âgées. Les deux sont l'espérance des peuples. Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l'espérance qui invitent à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé. Voilà. Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l'espérance parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et nous ouvrent à l'avenir. Vous voyez, ça c'est clé. Si on veut comprendre le monde, il faut percevoir comment les jeunes révèlent en premier lieu ces nouvelles tendances, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel. Voilà. C'est pour ça que je crois qu'entre guillemets, ce pape François, il est très stratégique, je mets des guillemets, c'est-à-dire que dans la phase actuelle de réforme de l'Église, pour qu'elle soit davantage missionnaire, qu'elle porte la joie de l'Évangile encore plus fortement, il a bien perçu que c'est les jeunes qui vont être le moteur du changement et le moteur missionnaire, et sans doute aussi, ça traverse votre diocèse. Donc je vais vous citer au fur et à mesure plusieurs extraits de l'instrument de travail dont je vous parlais pour le synode, et au chapitre, dans la première partie qui décrit le monde des jeunes, il y a une expression intéressante qui est employée pour nous faire percevoir les signes du changement d'époque que nous sommes en train de vivre au niveau anthropologique et culturel. Les jeunes, sentinelles et révélateurs de toutes les époques, les perçoivent mieux que d'autres comme des sources d'opportunités nouvelles ou de menaces inédites. Voilà, si vous n'étiez pas convaincus, j'espère vous avoir convaincu que c'est intéressant de comprendre le monde à travers les lunettes des jeunes. Alors, on va regarder plus précisément cette nouvelle situation des jeunes qui nous révèle comme des sentinelles, voilà, ce monde contemporain. Pour ça, une image que nous donne le pape François, qu'on va mettre en œuvre très vite, il nous dit dans son livre « Dieu est jeune », que je vous invite à lire si ça vous intéresse, c'est un livre d'entretien qui est très intéressant et très simple à lire, il est sorti il y a 1 mois. Pour comprendre un jeune aujourd'hui, il faut le comprendre en mouvement. On ne peut pas rester immobile et prétendre être sur la même longueur d'onde que lui. Si nous voulons dialoguer, nous devons être mobiles. Les jeunes et les anciens doivent se parler et ils doivent le faire de plus en plus souvent. C'est véritablement une urgence. Et ce sont les vieux autant que les jeunes qui doivent prendre l'initiative. Il y a un passage de la Bible qui dit « Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions ». Voilà, ça c'est une image très forte que le pape François nous a donnée. Donc pour comprendre un jeune aujourd'hui, il faut le comprendre en mouvement. Alors vous allez tout de suite le mettre en œuvre en vous levant, respirant. Là, on est assis depuis ce matin, en bougeant un peu. Voilà. Voilà, et vous pouvez rester debout pendant que je poursuis l'image donnée par le pape François, qui nous dit, quand on lui demande comment vous voyez les jeunes, quelle est l'image qui vous vient ? Je vois un garçon ou une fille au pied agile qui cherche sa voie, qui entre dans le monde et qui regarde l'horizon avec des yeux pleins d'espoir, pleins de l'avenir et aussi d'illusions. Le jeune marche sur ses 2 pieds comme les adultes, mais à la différence des adultes qui les gardent bien parallèles, il en a toujours un devant l'autre, sans cesse prêt à partir, à bondir, toujours prêt à aller de l'avant. Parler des jeunes, c'est parler de promesses, c'est parler de joie. Voilà, donc vous pouvez revenir à votre place en faisant un tour, comme ça vous aurez, j'espère...
Voilà, maintenant qu'on est bien dans la mobilité, on va pouvoir mieux comprendre les jeunes et mieux comprendre ce monde dont peut-être l'image la plus forte, et j'y reviendrai, qui nous aide à décrire ce monde, c'est le synode parle de la société liquide. Alors là, on est au cœur, voilà, on est bien stable dans un diocèse bien terrien, mais le monde d'aujourd'hui, il est de moins en moins stable et il est de plus en plus liquide. Et depuis le début, depuis le document préparatoire du synode qui est sorti en janvier 2017, voilà, qui a été la première base pour lancer la consultation, on a été invité à regarder les jeunes comme des éléments moteurs de la transformation de la société. Pour comprendre cette société et les jeunes aujourd'hui, il faut réaliser, comme je le disais, qu'ils sont dans un monde en plein basculement et que cette génération charnière, vous voyez, elle est en tension entre deux mondes. Elle est portée par une très grande quête d'essence et un désir de vivre sa vie. Vous avez entendu le jeune tout à l'heure, là, un des premiers qui parlait quand on lui disait ses préoccupations. Voilà, c'est finalement qu'est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Voilà, ça traverse très fortement les jeunes aujourd'hui. Cette nouvelle génération, elle se heurte à un monde ancien en crise. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Tous les jours, on entend les difficultés, les problèmes de ce monde, les crises. Voilà. Son plus grand besoin, c'est un besoin d'être écouté et reconnu. Et ça, tout le monde peut y participer. Donner du temps, écouter, être reconnu. Un besoin de sens, c'est de se sentir utile. Mais peut-être ce qui est le plus fort, et on l'a entendu aussi dans la vidéo, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont un désir de changer en profondeur la société et une grande soif d'engagement. Parfois, on dit que les jeunes ne s'engagent plus, mais en fait, ce n'est pas vrai. Un des éléments que je peux vous donner, depuis plusieurs années, il y a une hausse du bénévolat caritatif des jeunes. Voilà. C'est pas que les jeunes ne s'engagent plus, j'y reviendrai, ils s'engagent autrement, sous d'autres modes que les générations anciennes. 1/3 des jeunes sont bénévoles. Vous avez le succès du service civique, vous en avez dans votre diocèse. 76% des jeunes français estiment que la société n'accorde pas une place aux jeunes pour qu'ils réussissent leur vie. Voilà. L'expérience profonde que font beaucoup de jeunes, c'est l'impression que la société ne leur donne pas leur place. C'est pas facile de s'insérer, de trouver du travail, de trouver un logement. Alors, je voudrais maintenant vous partager, on m'avait demandé d'apporter un regard un peu sociologique, une petite formule qui va nous aider à résumer les caractéristiques de ces nouvelles générations. La formule EPIC. Voilà, génération épique, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le décliner, ça ne vient pas de moi, hein, je vous partage une formule qui aujourd'hui est assez utilisée par ceux qui décryptent le monde des jeunes. Ils sont dans la culture E comme expérientielle, P comme participative, I comme image, C comme connecté. Voilà, une petite formule pour retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, hein, tous ceux qui sont dans le monde de l'enseignement, de la formation, les jeunes apprennent de plus en plus par l'expérience. Voilà, les grands topos, comme on m'a demandé de vous faire, en fait, ils en ont assez. C'est le learning by doing, on apprend en faisant. Ils sont façonnés par la culture numérique du net, vous savez, où on tâtonne, on apprend par l'expérience. Est-ce que vous avez déjà vu chez vous, par exemple, vous apportez une nouvelle machine à laver, un nouveau micro-ondes ou un nouvel ordinateur? Que fait le grand-père? Il lit le mode d'emploi de A à Z avant de toucher la machine. Que fait le petit-fils? Voilà, par intuition, voilà. Ben là, vous avez tout compris des différences. Donc l'enjeu pour cette génération pour qui l'expérience est au cœur, elle se construit par expérimentation, l'enjeu d'éprouver par soi-même. Voilà, c'est pas simplement parce qu'on me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, que je vais l'appliquer ou le voilà. Donc ils sont dans une grande culture du choix avec une infinie de possibles devant eux, mais paradoxalement, le plus grand frein à l'engagement aujourd'hui, et on l'a entendu, les études, les choix d'orientation, c'est angoissant. On a peur de se tromper. Voilà, c'est le plus grand frein à l'engagement. Alors, après le E de expérience, on a le P
de génération participative. Vous voyez, j'ai essayé dans la forme de vous mettre déjà dans cette ambiance depuis ce matin, en vous faisant participer, l'enjeu de rendre les jeunes acteurs. Le maître mot donné dans la dynamique de ce synode du pape François, qui est dans tous les documents, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop en français, qui vient de l'espagnol, c'est le mot de protagonisme, c'est-à-dire le protagonisme des jeunes, c'est le fait qu'ils soient acteurs responsabilisés, qu'on les considère non pas comme des objets passifs, voilà, qui auraient à recevoir nos enseignements, mais comme des sujets acteurs avec qui on a à être co-acteurs des propositions qui nous sont données. Si vous n'avez qu'une chose à retenir du synode et des clés pour la pastorale aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas évangéliser les jeunes sans les jeunes, et que la clé, c'est qu'ils soient acteurs et mis en responsabilité, participants de la construction des propositions qui leur sont destinées. Donc un besoin d'interactivité, voilà. Et ils sont dans une grande générosité. On l'a entendu tout à l'heure, le maître mot sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu une petite vidéo que vous aimez bien, qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Je like et je partage. Voilà, vous voyez, la dynamique actuelle des jeunes, c'est d'être dans le partage. Le I comme image, épique, I comme image. De plus en plus aujourd'hui, ils sont dans la culture des écrans. Leurs langages premiers sont des langages de musique, d'images, de vidéos, de sons. Alors, avec tout ce que ça peut apporter en positif et en négatif, d'une certaine manière, on est en train de sortir de la culture de l'écrit, de la culture du texte, pour être dans la culture des écrans. Ça ne veut pas dire qu'on lit plus, mais on lit autrement. Génération connectée, bon là encore, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, je ne vous donne pas tous les chiffres, mais c'est quand même énorme. Vous voyez, le document, l'Instrumentum Laboris emploie ce terme que j'aime bien pour dire qu'ils sont dans le numérique, dans Internet, comme un milieu de vie. Ce n'est pas un outil, c'est leur milieu de vie, comme le poisson dans la mer, si on les sort de ce milieu de vie, ils ne respirent plus. C'est une image. Voilà, ça provoque de nouveaux modes de socialisation. La manière d'être en relation avec les jeunes aujourd'hui, tous les aumôniers le savent bien, ça fait partie de la manière d'être en relation avec eux, qu'une partie de la relation se passe par Snapchat, SMS, les réseaux, etc. Alors évidemment, ça provoque un désir du tout de suite, de l'immédiateté, on est dans l'information continue et un état de réceptivité permanente. Voilà, vous savez que la plupart des ados dorment avec leur smartphone, premier geste le matin quand ils se réveillent, c'est de l'ouvrir. Je ne vous fais pas de dessin. Après cette première formule génération épique, ça va, vous avez tous en tête, E comme P comme I, image, C, bravo, c'est intégré. Donc maintenant, je vais vous parler, puisque je vous ai dit qu'ils étaient beaucoup dans une culture de l'image, je vais vous parler des jeunes et de ce monde contemporain avec 4 images. Alors, première image, la mer. Alors évidemment, ici, elle est un peu loin, mais quand même, vous la connaissez. La mer, voilà, fondamentalement, l'expérience du monde que les jeunes font et que nous faisons avec eux, c'est qu'il n'y a plus grand-chose de stable, de figé. Le sol se dérobe sous nos pieds, les jeunes ont vu devant eux les parents divorcés, le père au chômage, les crises, toutes les catastrophes qu'on voit. Dans ce monde avec une accélération de l'innovation technologique, une accélération des changements, quelque part on est tous en train de passer, ou on nous demande de passer de la terre à la mer. Alors quand on est des bons terriens du centre de la France, c'est pas si simple. La mer, c'est quoi? C'est fondamentalement un espace mouvant. Ceux qui ont déjà navigué, voilà, apprendre à naviguer, pour ça que c'est très instructif pour les jeunes, c'est apprendre à trouver son équilibre dans le mouvement. La mer, la fluidité, caractéristique de cette société liquide dont les sociologues parlent. Et le document préparatoire au synode reprenait bien cela en décrivant ce monde qui change rapidement et qui génère, vous voyez, de l'incertitude. On l'a entendu de la part des jeunes tout à l'heure,
la difficulté de se projeter dans l'avenir. Parfois on dit « oh là là, ils n'arrivent pas à se projeter, à se décider », mais c'est aussi parce que l'avenir est profondément incertain, imprévisible. Vous savez que la problématique des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, c'est comment on décide en contexte d'incertitude. Voilà. Les meilleurs spécialistes du web sont incapables de vous dire ce que ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Voilà. Et pourtant, il nous faut faire des projets avancés. Bien sûr, ça a une incidence sur les conditions de vulnérabilité. Voilà. Et deuxième élément fondamental qui est ressorti de manière très très forte dans, je vous en parlerai plus tard, le document final du pré-synode. Donc pour préparer ce synode, le pape a fait une grande innovation. Il a convoqué un pré-synode des jeunes avec 300 jeunes du monde entier qui se sont réunis fin mars à Rome. Et j'ai eu la grande chance d'être avec eux et de participer à la coordination générale de ce synode. Et ce qui a été très impressionnant et qui est écrit dans le texte, c'est que pour eux, vous voyez aujourd'hui, pour les jeunes du monde entier, la pluralité est leur milieu naturel. Voilà. Et du coup, ils ont une tendance, beaucoup plus que les générations précédentes, à valoriser la diversité, la pluralité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une minorité gagnée par des formes de repli identitaire. Mais pour la majorité d'entre eux, ils sont à l'aise. Voilà. Pour eux, la pluralité est le monde dans lequel ils vivent. Quelques mots clés qui ressortent du document préparatoire au synode pour décrire ce monde qui change, dans lequel les jeunes sont plongés. Je vous laisse les lire. Voilà, je vérifie mon minuteur. Alors, je vous ai dit, première image que je vous ai donnée, l'image de la mer. Deuxième image que je vous partage pour comprendre cette société et ce monde des jeunes, l'image du réseau. Voilà. Un réseau, c'est quoi? Un réseau, c'est de la relation interpersonnelle avec un grand nombre de personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande problématique des collectivités locales, sans doute, je sais que les curés rencontrent les maires, les évêques, les préfets, et c'est comment on fait vivre une collectivité territoriale en réseau. Ça ne suffit plus d'être simplement mis ensemble sur un territoire. Pour faire vivre cela, une communauté sur un territoire, il faut qu'il y ait des dynamiques de réseau, c'est-à-dire de relations. En gros, la pastorale aujourd'hui, c'est pas un scoop, vous le savez bien, tout passe par la relation. On peut décréter des tas de choses, les mises en œuvre, et les jeunes sont particulièrement sensibles et ont un très grand besoin de relations personnelles et de reconnaissance particulière. Si vous vous adressez à un groupe de jeunes comme à un collectif indifférencié, à une espèce de masse, il ne se passe rien. Voilà. Tout l'art d'enseigner, d'animer un groupe, c'est d'être devant un groupe, mais en relation avec chacun. Le réseau, c'est ça, et on est dans des fonctionnements qui passent de plus en plus par des réseaux aussi affinitaires, vous le savez, marqués par des dynamiques de relation et de partage. Alors bien sûr, ça vient bousculer l'Église qui s'est construite très fortement sur une dynamique de territoire, mais qui depuis l'origine, regardez Saint Paul, il a bien fonctionné en réseau et il est allé fonder des communautés dans les nœuds de communication de l'époque qui étaient les grandes villes du bassin méditerranéen. Donc on n'est pas démunis, mais il nous faut articuler d'une manière nouvelle aujourd'hui logique de territoire et logique de réseau. Voilà. Et si on ne fonctionne pas aussi en réseau, on aura du mal à rejoindre davantage les jeunes. Cette génération, j'aime bien la qualifier de génération co. Voilà. Un jeune qui se déplace aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, du blablacar, du covoiturage. Ils sont beaucoup dans ces dynamiques de financement participatif, de co-construction des lieux communautaires où ils sont. Voilà. Et on voit un boom de l'économie collaborative, de l'économie du partage. Voilà. Et quelque part, je pense qu'on est invité, nous, dans cette société. Vous voyez, ils ont une autre manière d'articuler l'individu et le collectif à travers ce qu'un penseur de la société actuelle et de la
nouvelle révolution industrielle, Jeremy Rifkin, peut-être vous avez entendu parler, il parle de ces nouveaux communaux collaboratifs qui s'appuient sur Internet pour générer des dynamiques collectives. Voilà. Et peut-être nous avons à inventer les blablacars de la foi, les blablacars de l'Église, qui vont nous permettre aussi d'être davantage en relation avec eux. Donc, deuxième image, le réseau. Troisième image, l'image de la mosaïque, qui dit bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'ils grandissent dans ce monde pluriel, ils se construisent, vous savez, nous les aînés, souvent on dit « oh là là, ils zappent, un jour ils vont là, un jour ils vont là ». Ils se construisent par expérimentation, y compris dans l'Église, on voit des parcours, vous voyez, un jour j'ai rencontré un jeune, il était à la fois au Scout d'Europe et à la JOC. Pour les générations plus anciennes, ça paraît un peu impossible, voilà. Mais une autre jeune fille, elle était très engagée avec les frères de Saint-Jean, j'en vois un là-bas, et avec le réseau jeunesse ignatien des Jésuites. Là encore, vous pourriez me dire, ben voilà, chacun m'apporte des choses différentes. Voilà. Nous, on voit ça comme une mosaïque, mais quand je parle de cette image aux jeunes, pour eux, c'est pas une mosaïque, c'est leur univers, vous voyez. Donc des parcours de plus en plus singuliers, subjectifs, qu'il nous faut prendre en compte. Et puis, dernière image, on la mettra tout à l'heure, parce que le deuxième topo, on le démarrera par un petit jeu. Donc, je vous l'annonce tout de suite, il y aura besoin qu'il y en ait un par équipe qui active son smartphone pour mettre Internet. Il y a Internet ici, parce qu'on va faire un jeu collaboratif pour mettre ça en œuvre. Donc, il faudra prévoir un smartphone par équipe pour pouvoir répondre aux questions. Donc, leur univers, c'est le LOL, en anglais, le mort de rire, le fun, le jeu. Beaucoup de jeunes ont un rapport à la vie comme un jeu. D'ailleurs, tous ceux qui organisent des camps, des soirées de jeunes, vous savez bien que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas combien il y en a qui sont inscrits, parce qu'ils vont toujours attendre de voir s'il n'y a pas un meilleur plan. Voilà. Et je pense que c'est aussi le cas pour cette journée. Certains sont peut-être débarqués au dernier moment, ne sachant pas. Voilà, ça nous traverse tous. Je ne ferai pas d'enquête. Voilà, donc le fun, le jeu, c'est aussi, et on sait que voilà, si on veut faire passer des choses auprès des jeunes, le meilleur moyen pédagogique, c'est quoi? Le jeu, l'humour. D'ailleurs, est-ce que vous savez quels sont les mouvements dans l'Église, les mouvements de jeunes qui ont des effectifs en augmentation depuis plusieurs années? Et oui, ça existe. Les scouts de France, oui. En fait, les 3 mouvements de scoutisme. Les scouts de France, c'est plus 30% en 10 ans d'effectifs, mais les scouts et guides d'Europe et les scouts unitaires de France sont aussi en augmentation. Et je pense notamment parce qu'ils ont une pédagogie du jeu, du concret, de l'action, qui correspond bien à cette génération actuelle, avec aussi la vie dans la nature, la vie en équipe, vous voyez. Donc c'est une bonne nouvelle. Investissons les mouvements scouts pour rejoindre les jeunes. Cette génération fun qui aime le jeu, vous voyez, elle est beaucoup moins qu'avant dans une logique très rationnelle, abstraite, pas trop sur le sérieux. Et alors, ce qui est un grand défi, c'est qu'elle a fondamentalement une méfiance devant les institutions. Voilà, là encore, les syndicats, le politique, les entreprises, les jeunes ont une vision plutôt méfiante et négative. Le seul lieu qui garde la confiance des jeunes, c'est le monde associatif. Parce que là, ils ont l'impression que quand ils s'engagent, ils peuvent vraiment faire bouger les choses. Voilà. Donc cette génération, elle grandit et l'éducation, l'enseignement les façonne beaucoup dans une logique technico-scientifique. Voilà, il faut vérifier par soi-même et en même temps, comme je le disais, dans ce primat de l'expérience et de la vérification, cette génération a tendance à rejeter une vérité absolue. Voilà, elle est facilement dans une forme de relativisme. Elle a tendance aujourd'hui, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour finalement un levier possible pour la foi, elle a tendance à rejeter en même temps l'autorité normative de la science. Vous voyez tout le développement des fake news.
hein, des fausses nouvelles. Bien sûr, c'est quelque chose de négatif, mais ça nous dit bien comment, même dans ce monde archi-technico-scientifique, les jeunes sont capables de croire un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, quelque part, pour bien les comprendre, ça c'est un élément clé aussi, ils fonctionnent aujourd'hui beaucoup plus qu'un fonctionnement par la raison, ils fonctionnent à l'affect. Et vous le savez bien, la porte d'entrée dans la foi, elle est beaucoup plus du côté de l'émotionnel, de la sensibilité. Voilà, la musique nous aide. La musique a une place vraiment fondamentale. La plupart des jeunes vous disent qu'ils ne peuvent pas vivre sans musique. Ils l'écoutent tous les jours. Voilà. Donc, primat de l'émotion, des sensations, du symbolique, de l'intuitif sur le conceptuel, l'abstrait et la raison. Alors, bien sûr, il faut éduquer à un raisonnement critique, mais ça ouvre aussi, on le voit bien, il y a une ouverture pour l'expérience mystique. Voilà, on ne peut pas parler des jeunes sans parler de la famille. Et si les jeunes ont changé, c'est aussi que les parents ont changé. Avec le fait, alors ça c'est une constante, et c'est même encore plus fort aujourd'hui, le premier lieu important pour les jeunes, c'est la famille. Voilà, la famille. Ce qui n'a pas changé non plus depuis 30 ans dans toutes les enquêtes, c'est que le rêve principal des jeunes, à 80-90%, c'est quoi ? Un amour durable et fidèle. Voilà. Et ça n'a pas bougé. Vous voyez, donc c'est intéressant, il y a des constantes, et puis en même temps, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a ce que les sociologues appellent parfois les parents hélicoptères, c'est-à-dire que comme les jeunes ont leur téléphone, maintenant j'ai vu certains dès le primaire, hein, très vite, voilà, on a une génération où il y a moins d'enfants dans les familles, vous le savez bien aussi, qui est surprotégée, abritée. Dès qu'il y a un problème, les parents arrivent, ou on les aide, donc elle a peut-être plus de mal, elle tolère moins la frustration, et finalement, la difficulté aussi de l'engagement aujourd'hui et de l'engagement durable, c'est la difficulté à prendre des risques. Voilà. La peur de se tromper, c'est le plus grand frein à l'engagement. Voilà, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Je voudrais revenir sur aussi une des clés pour comprendre les changements actuels qui sont d'ordre anthropologique et sociaux, un nouveau rapport au temps. Mais vous comprenez bien que pour un jeune, cet avenir imprévisible, incertain, le fait aussi regarder ceux qui sont à l'université, la plupart, ils découvrent leur emploi du temps de la semaine le dimanche soir. Beaucoup de jeunes qui font des petits boulots chez McDo ou ailleurs, c'est pareil, ils ont leur emploi du temps au dernier moment. Comment voulez-vous qu'ils fassent des projets à long terme ? Ils galèrent pour obtenir un CDI, ils enchaînent les contrats précaires, vous voyez. Donc tout ça fait qu'on se recentre sur le présent, et il y a comme une intensification du moment présent qui est aussi accélérée par le fait qu'on baigne dans l'information instantanée, où on est tout le temps, vous voyez, dans le présent. Les deux fondamentaux d'une culture, c'est le rapport au temps et le rapport à l'espace. Hein, on le sait bien, si on va dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, on voit bien que le rapport au temps et à l'espace, il n'est pas le même qu'ici. Voilà, donc signe d'un changement. Autre changement très important à prendre en compte, on le voit bien, dans ces générations actuelles, elles sont traversées par un nouveau rapport à l'autorité, où on est aujourd'hui, pareil, peut-être un des éléments clés pour comprendre la société actuelle, c'est de comprendre qu'on est passé d'une société qui est beaucoup moins structurée à la verticale, hein, où vous voyez quelque part, il y a un crédit donné d'emblée, un primat du chef, de l'expert, du prof. On est dans une société qui est de plus en plus, notamment avec tout le développement des réseaux sociaux, des dynamiques participatives, dans une société de plus en plus structurée à l'horizontale, dans une dynamique de communication-partage. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas voulu vous parler. Tout à l'heure, la table était installée en haut sur l'estrade. Je n'aime pas du tout ça et je trouve beaucoup plus intéressant, mais j'espère que ça ne gêne pas la réception, d'être, vous voyez, comme vous, dans cette dynamique d'échange et de partage.
Et au long de la journée, on va faire des allers-retours parce que le savoir, il est tout autant chez vous, voilà, que chez moi. Et c'est dans une dynamique d'échange qu'on avance. Donc, ils ont un désir de relation plus symétrique, avec une attention beaucoup plus grande au charisme qu'au projet. Quand j'étais aumônier d'étudiants à Créteil, j'ai vite compris qu'il ne suffisait pas que j'ai une petite étiquette aumônier d'étudiants et que je reste dans mon aumônerie pour qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est en développant des projets, en tissant des relations, voilà, qu'on peut faire quelque chose. Et comme je le disais, paradoxalement, et c'est une force de ces générations sur lesquelles l'Église peut vraiment s'appuyer, même s'il y a des freins et des peurs à l'engagement, il y a aussi une très grande soif d'engagement. On y reviendra tout à l'heure quand je vous parlerai de la vocation. Le mot vocation, pour beaucoup de jeunes, il a une connotation assez négative. Mais le mot engagement, en fait, il est très porteur et valorisé par la majorité des jeunes. Ça reste pour eux une clé d'entrée dans la vie adulte, une clé d'intégration dans la société, voilà, une expérience initiatique. Et on le voit bien hier, je ne vais pas commenter, mais on peut pas nier le fait que Simone Veil ait eu vraiment un parcours d'engagement assez exemplaire de bien des manières et qui est donné comme exemple, comme figure inspiratrice pour que les jeunes s'engagent. Donc, comme je vous le disais, forte hausse du bénévolat des jeunes, plus 32% en 3 ans, on peut vraiment s'en réjouir. 13% des jeunes de 16 à 25 ans ont déjà réalisé un service civique. Voilà, c'est pas rien. Chaque année, aujourd'hui, vous avez 100 000 jeunes qui donnent 6 à 12 mois de leur temps dans un service d'utilité sociale. 90% ont une bonne image du service civique, 60% sont intéressés par la réalisation du service civique. Vous voyez. Donc ça nous dit bien, et ce dispositif, il a été en fait créé pour répondre à la soif d'engagement des jeunes. Autre valeur importante qui traverse cette génération, on l'a entendu dans la vidéo tout à l'heure, hein, un très grand souci, un questionnement sur l'avenir de la planète. Ils sont porteurs de la question de l'écologie intégrale, écogénération. Voilà. Et moi, je rêve que notre Église qui cherche à mettre en œuvre Laudato Si avec le label Église verte, mais confier ça aux jeunes, qui nous fassent bouger dans nos paroisses, nos diocèses, nos mouvements. Il y a des beaux services civiques à proposer sur les dynamiques d'écologie et de label Église verte, en mettant les jeunes en responsabilité pour nous faire bouger, nous tous, dans l'Église. Voilà. La question majeure qui traverse les jeunes aujourd'hui, je l'ai déjà pas mal soulignée, et qui va du coup nous interpeller pour la réponse pastorale à proposer après, c'est la question des choix. Voilà. Dans ce monde tel qu'il est, tel que je vous l'ai décrit, avec les 4 images qui sont la mer, les réseaux, le jeu et la mosaïque, voilà. Dans ce monde-là, les jeunes, depuis leur plus jeune âge, font l'expérience d'une multiplicité de choix possibles, même si effectivement ça peut dépendre aussi des parcours, voilà. Et j'ai une phrase d'une jeune qui dit « J'ai trop de choix, je n'y arrive plus ». Voilà. Et l'instrumentum laboris, je vous ai mis l'extrait tout à l'heure, il parle de la paralysie décisionnelle. Voilà. C'est une des plus grosses difficultés actuelles. Et le plus grand service qu'on peut rendre aux jeunes, c'est de les aider à choisir, de leur donner des repères de discernement pour oser poser des choix. Voilà, la peur d'échouer, la peur de se tromper. Et aussi, parce que vous voyez, dans leurs études, ils sont acculés, là, la nouvelle réforme du bac, il va falloir choisir encore plus entre des options, etc. Mais ce qui manque, comme nous dit un jeune, c'est du temps pour soi, du temps pour faire le point. Il faut oser le temps long pour se trouver, s'ajuster, choisir et rechoisir son chemin, avancer par tâtonnement, par refus,
par addition successive d'expériences tout au long de sa vie. On est dans une société qui met une énorme pression de la réussite, alors particulièrement le système scolaire français, qui est un des plus anxiogènes au monde. Il y a l'inquiétude, la pression des parents, de la société. Il faut être dans la meilleure maternelle pour entrer dans le meilleur collège, le meilleur lycée, la meilleure prépa. On les accule à ça et on leur laisse la maturation intérieure, le temps du choix, ça prend du temps et c'est pas si simple. Et vous avez tous vu des jeunes paralysés devant le choix entre deux masters, Parcoursup, n'en parlons pas. Donc le grand défi dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez, qui met devant les jeunes une conception de la liberté conçue comme la possibilité d'accéder à des opportunités toujours nouvelles et des options toujours réversibles, le grand défi, c'est celui de l'engagement, et en particulier de l'engagement durable, dans ce monde marqué par la culture du provisoire, dans ce monde mouvant comme la mer. En résumé, là, je ne vais pas vous le demander de l'apprendre par cœur. Je vous laisserai mon PowerPoint. Vous aurez toutes les diapos si vous souhaitez. Voilà, quelques mots-clés pour résumer cette génération, du coup, cette société contemporaine, telle qu'elle est. Le figital. Le figital, c'est le fait d'être à la fois dans la relation physique et qui passe par le digital. Il ne faut pas opposer ce qui serait du physique, de la présence physique, du monde réel et du monde virtuel. Moi, je n'emploie pas ce terme parce que le monde virtuel, c'est pas du virtuel dans le sens où ça serait du n'importe quoi. Ça fait partie de leur vie, qu'une grande partie de leur vie se passe là. Voilà. Donc, fait partie de la manière d'être en relation, comme je vous l'ai dit. Donc, ils sont dans le figital qu'il faut articuler. Un très grand besoin de personnalisation. Voilà. Vous comprendrez pourquoi on ne peut plus aujourd'hui penser des projets pastoraux uniques pour tout le monde. Il y a un très grand besoin de personnalisation, d'accompagnement personnel. Ils sont très réalistes et pragmatiques. Tout de suite, avec du mal avec la frustration, je voulais expliciter. Génération co, partage et solidarité. Pour ceux qui aiment bien les expressions anglaises, mais ce n'est peut-être pas votre cas, 3 expressions qui nous disent bien ce qu'ils sont. Learning by doing. Là, on apprend en faisant. Do it yourself. Vous voyez le succès des loisirs créatifs, nature et découverte, Ikea. On aime bien faire par soi-même. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui bricole. Mais pour eux, le do it yourself va toujours avec le do it with others, c'est-à-dire le faire avec les autres. Autre grand succès aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent être entrepreneurs, qui créent des entreprises, des start-up, mais plutôt que de le faire tout seul dans leur petit bureau, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire du coworking. Et une des pistes que j'ai déployées, vous voyez, à Créteil, quand j'étais à l'aumônerie des étudiants, on leur a mis une salle d'études parce qu'ils aiment bien travailler ensemble. Voilà. Ils sont actifs, réactifs et interactifs. Et les valeurs fortes de cette génération sur lesquelles on peut s'appuyer, la créativité, l'agilité, la pluralité. Bref, cette génération aspire à prendre sa place. En fait, le problème, c'est est-ce que nous, on leur laisse vraiment la place ? Voilà. Alors, dans nos têtes, tout le monde dans l'Église, on a été, là, au long de ces 10 ans à la CEF, j'ai été sursollicitée par tous les mouvements, les diocèses. Voilà. Comment rejoindre les jeunes ? Comment faire en sorte qu'il y ait des jeunes chez nous ? Dans nos têtes, c'est à peu près clair. Mais quand il s'agit de changer nos manières de faire concrètes, nos manières d'organiser les choses, là, c'est nettement plus compliqué, en fait. Or, si on veut qu'ils soient là, il faut aussi changer. Alors, on arrive vers la fin de ce premier moment. Et du coup, l'invitation, je crois, la nécessité, comme je le disais depuis le départ, pour nous d'être en mouvement, d'adopter une vision évolutive, et je redéclinerai ça tout à l'heure quand on parlera aussi des vocations et de la vocation du baptême, dans ce paysage changeant. Et ce que je peux vous partager aujourd'hui, je vous ai livré ça un peu aussi comme le fruit de mes 10 années à la conférence des évêques. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'aurais jamais dit ça.
voilà, ce week-end encore, j'ai bougé mon PowerPoint avec l'apport de l'instrumentum laboris. Les jeunes m'ont déplacé, m'ont fait voir les choses autrement. Il y a des choses que je dis aujourd'hui que j'aurais jamais vues ni dit comme ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Voilà, ils nous invitent à être en permanence dans cette dynamique de marche et d'évolution. Alors, je ne sais pas s'il faut garder, comme on a démarré un peu en retard, est-ce que j'ai encore 10 minutes ou il faut s'arrêter? Non, mais on peut s'arrêter, je réaménagerai. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, je peux vous donner des exemples très concrets. Aujourd'hui, vous voyez de plus en plus dans beaucoup de lieux où sont les jeunes, si vous faites une célébration, beaucoup se mettent à genoux à la messe. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Voilà. Bon, voilà, moi au départ, c'était pas forcément ma culture. Bon. Au fur et à mesure, donc vous voyez, bon, je pouvais avoir tendance à interpréter, comme le font certains, si on se met à genoux à la messe, c'est qu'on est bien tradit, bon, entre guillemets. Aujourd'hui, j'ai compris que, vous voyez, ils sont de plus en plus plongés dans ce monde des écrans, de l'ordinateur, etc. Il y a un besoin de plus en plus fort, implicite et pas toujours explicité, que les choses passent par le corps, par les gestes. Vous ne pouvez plus vivre un rassemblement de jeunes sans que ça bouge, on chante, on danse, voilà. Et j'ai compris, c'est un des éléments sur lesquels j'ai bougé, j'ai compris qu'il fallait accueillir. Et à l'aumônerie de Créteil, où franchement j'avais des étudiants de partout, Créteil c'est une ville hyper brassée, milieu populaire issu de l'immigration, j'en avais aussi plein qui se mettaient à genoux, vous voyez, voilà, c'est pas ceux qu'on aurait imaginé au départ, hein. Et je vois bien que moi-même aujourd'hui, je vis quelque chose de ça, et maintenant ça m'arrive, et j'aime bien aussi me mettre à genoux à la consécration. Vous voyez, donc et donc je pense que notre pastorale, et j'y reviendrai, moi je suis une fervente militante du développement de la pastorale du sport, et il faut prendre en compte le corps. Voilà, je vous ai fait faire aussi des petits exercices, parce que mettre des ados toute la journée assis devant une table, ou des jeunes adultes, c'est pas humain. Voilà. Et même pour nous, je pense que là, vous en avez tous assez et vous voulez aller prendre un café et bouger. Voilà.